Printemps 1865, Richmond, Virginie. Après plus de 950 km de route, me voilà enfin arrivé dans cet état du Sud. La guerre de sécession vient de se terminer et elle a tout décimé sur son passage. On ne compte plus le nombre de morts et de blessés, soldats comme civils. Des dizaines de milliers d'esclaves, tout juste affranchis, se retrouvent livrés à eux-mêmes, affamés, sans argent, sans vêtements ni endroit où dormir. Nombre d'entre eux sont malades et les médecins blancs refusent de s'en approcher. Mais moi, je suis là pour les soigner. Je sais ce que c'est que d'être victime de discrimination. Parce que moi aussi, je suis une femme noire. La toute première à être devenue docteur aux États-Unis. Et j'ai bien l'intention d'utiliser mes compétences pour aider les plus démunis et vaincre les préjugés. Je suis Rebecca Lee Crumpler et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 8 février 1831 à Christiana, dans le Delaware. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont envoyé vivre chez une tante, en Pennsylvanie. Je l'adorais. C'était une sorte de guérisseuse, très respectée dans sa communauté. Elle passait son temps à soigner ses voisins malades, à leur donner des conseils médicaux. Et moi, je l'accompagnais lors de ses visites. J'observais tous ses faits et gestes. J'ai très tôt pris goût à soulager les souffrances des autres. Et j'ai cherché toutes les occasions de le faire. Quand j'ai eu 21 ans, en 1852, je me suis installée à Charlestown, à côté de Boston. Et je me suis mariée avec Wyatt Lee, un ancien esclave de Virginie, devenu ouvrier. À cette période, Boston était un foyer de lutte contre l'esclavage, et un refuge pour tous ceux qui le fuyaient. Pendant 8 ans, j'ai travaillé dans le Massachusetts en tant qu'infirmière. Grâce à ma chère tante, j'avais toutes les compétences nécessaires. D'ailleurs, les médecins que j'ai assistés ne tarissaient pas d'éloges à mon égard. Certains m'ont même poussé à m'inscrire au New England Female Medical College, qui a fusionné depuis avec la faculté de médecine de l'Université de Boston. Avec leur soutien, j'ai obtenu une bourse d'études financée par l'État, et j'ai été admise dans cet établissement en 1859. Mais au bout de 2 ans, j'ai dû interrompre mon cursus pour m'occuper de mon mari qui souffrait de la tuberculose. Il ne s'en est jamais remis, et il est mort en 1863. Malgré le chagrin, je ne me suis pas laissée abattre. 7 mois plus tard, je suis retournée sur les bancs de l'école. Les cours portaient surtout sur la maternité et la santé des enfants. Il faut dire qu'à cette époque, les hommes n'étaient pas du tout à l'aise avec ça. Pour eux, c'était un travail de femme. Le 1er mars 1864, malgré les réticences de certains administrateurs de l'établissement, qui estimaient que je n'avais pas les compétences suffisantes pour devenir médecin, sans doute à cause de ma couleur de peau et de mon sexe, j'ai obtenu mon diplôme de Doctress of Medicine. J'avais alors 33 ans. Sur les plus de 54 000 médecins que comptait le pays à ce moment-là, seuls 270 étaient des femmes, et elles étaient toutes blanches. Je suis donc devenue la première afro-américaine médecin. En 1865, date qui marque la fin de la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, je me suis rendue au Canada, plus précisément à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Là-bas, j'ai travaillé dans une clinique située au sein d'une communauté d'esclaves auto-émancipés qui avaient franchi la frontière par peur d'être de nouveau capturés. Cette même année, je me suis remariée avec un certain Arthur Crumpler. Nous nous sommes rencontrés à l'église à Boston quelques années plus tôt. Lui aussi était un ancien esclave qui avait réussi à s'enfuir d'une plantation de Virginie. Il s'était ensuite installé dans le Massachusetts et avait trouvé du travail en tant que forgeron. Je l'ai aidé à apprendre à lire et à écrire. Ensemble, nous parcourions les journaux et la Bible tous les jours. 1 an seulement après notre mariage, j'ai décidé de partir, seule, à Richmond, en Virginie, pour rejoindre le Freedmen's Bureau.
une agence créée par le Congrès après la guerre civile pour aider les réfugiés et les esclaves affranchis par le 13e amendement. Le bureau avait besoin de personnel médical, je n'ai pas hésité une seconde à envoyer ma candidature. Pour moi, c'était l'occasion de me familiariser avec les maladies des femmes et des enfants et d'élargir mes compétences cliniques. Sur place, j'ai été confrontée à la plus grande misère. Malnutrition, extrême pauvreté, manque d'hygiène. Plus de 30 000 personnes noires étaient regroupées dans des campements, livrées à elles-mêmes, dans des conditions inhumaines. Des conditions qui, j'en étais persuadée, favorisaient le développement des épidémies. J'étais une des rares à penser cela. Les autres médecins blancs du bureau affirmaient que c'était la nature même des esclaves, leurs habitudes sales et malsaines, qui étaient en cause. J'ai d'ailleurs eu du mal à me faire accepter de ces soignants. Certains disaient que le sigle MD, qui précédait mon nom et signifiait Medical Doctor, voulait en réalité dire Mule Driver. Je ne vous fais pas un dessin. Les pharmaciens ne me facilitaient pas la tâche non plus. Nombre d'entre eux refusaient d'honorer mes ordonnances en raison de mon genre et ma couleur de peau. Même difficulté auprès des hôpitaux locaux, qui refusaient régulièrement d'admettre mes patients. Mais je n'ai rien lâché. Je suis restée près de 3 ans en Virginie, au chevet de ces communautés noires. Puis je suis rentrée à Boston, où j'ai retrouvé mon mari. Pendant le voyage du retour, j'ai pris tout un tas de notes sur ce que je venais de vivre. Je voulais me souvenir de chaque instant, chaque maladie traitée et chaque personne soignée. En 1869, avec Arthur, nous avons aménagé dans une maison en briques sur le versant nord de Beacon Hill, le principal quartier noir de Boston. L'année suivante, nous avons accueilli notre fille, Lizzie. Nous étions tellement heureux. C'est dans cette joyeuse maison que j'ai ouvert une sorte de clinique gratuite. J'y recevais des femmes et leurs enfants, même si elles ne pouvaient pas payer. Je mettais l'accent sur la prévention. Pour moi, la plupart des maladies ont une cause et peuvent être évitées. Alors je parlais aux mamans des bienfaits du lait maternel, j'insistais sur l'importance de bien nourrir leurs bébés, de les couvrir et les laver suffisamment. À cette époque, la diarrhée infantile faisait des ravages dans de nombreuses villes américaines. Un bébé sur 5 n'atteignait pas l'âge de 5 ans. À Beacon Hill, en parallèle de mon activité médicale, j'ai continué à prendre des notes, à consigner toutes mes observations dans mon carnet, avec l'idée qu'un jour, je pourrais peut-être écrire un livre. En 1880, grâce à nos économies, nous avons pu acheter un lopin de terre avec Arthur, du côté de Hyde Park, un quartier plus excentré de la ville, bordé par un ruisseau. Nous y avons construit notre maison avec un petit jardin, dans lequel je faisais pousser toutes sortes de plantes médicinales. Alors âgé de 50 ans, j'ai décidé de me consacrer pleinement à l'écriture de mon livre, qui est finalement paru 3 ans plus tard, en 1883. Intitulé A Book of Medical Discourses, ou Recueil de discours médicaux en français, il était consacré à la santé maternelle et infantile. Je l'ai d'ailleurs dédié aux infirmières et aux mères. J'y distillais des conseils pratiques sur l'allaitement, la dentition et la prévention des maladies mortelles, comme la diarrhée infantile. Et j'ai pris soin d'éviter les termes trop techniques afin qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. C'est un livre précieux, écrit par une femme très agréable et intellectuelle. Pouvait-on lire dans un article du Boston Globe en 1884. Et en plus, c'est l'un des tout premiers ouvrages médicaux publiés par une personne afro-américaine. Je suis morte 12 ans après la publication de ce livre, à l'âge de 64 ans. Arthur m'a rejoint 15 ans plus tard, et tous les deux, nous avons été enterrés dans le cimetière de Fairview, près du ruisseau qui bordait notre maison de Hyde Park, dans l'anonymat le plus total. Il a fallu attendre l'année 2020 et le travail de l'organisation The Friends of the Hyde Park Branch Library pour qu'une pierre tombale ne soit enfin érigée. Sur le granit, on peut aujourd'hui lire l'inscription Rebecca Crumpler, 1831-1895. Première femme noire à avoir obtenu un diplôme de médecine aux États-Unis en 1864.
C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast d'Egora, le site d'actualité des médecins et étudiants en médecine, à retrouver sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à donner vos avis en commentaire et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute.